Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur bien connu, L'Exorciste. Alors, L'Exorciste, c'est un film d'horreur américain réalisé par William Friedkin, qui est sorti en 1973. Le thème, les aléas tragiques du tournage et la réception par le public en ont fait un film culte. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom de 1971, écrit par William Peter Blatty. Ce livre, inspiré d'un véritable cas d'exorcisme en 1949, raconte l'histoire d'une petite fille, Regan McNeil, possédée par un démon, et des exorcistes, Lancaster Merrin et Damien Carras, qui tentent de l'exorciser. Le film met en vedette les acteurs Ellen Burstyn, Mac Voncido, Jason Miller et Linda Blair. Il repose sur la thématique de l'enfant démoniaque, à la suite de Rosemary's Baby de Roman Polanski et avant La malédiction de Richard Donner. L'Exorciste est l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire, avec 2 milliards 107 millions 350 000 $ de recettes dans le monde entier en tenant compte de l'inflation. Il est également considéré comme un classique du cinéma d'horreur, et l'American Film Institute l'a classé 3e meilleur thriller derrière Psychose et Les Dents de la Mer. Il a reçu 2 Oscars et 4 Golden Globes, et le film a été commercialisé aux États-Unis par Warner Bros. Le 25 décembre 1973, et une version restaurée est sortie le 22 septembre 2000. Une série télévisée adaptée du film est diffusée depuis le 21 septembre 2016 sur le réseau Fox. La série sert de suite au film et se déroule plusieurs années après les événements de ce dernier. Donc le film dure 122 minutes ou 133 minutes pour la version intégrale. Des fouilles archéologiques sont menées en Irak, effectuées notamment par le père Merrin, un vieux prêtre fatigué de la vie. Il découvre dans ses fouilles une petite tête de statuette du démon Pazuzu et s'interroge sur la nature du mal au sein de l'humanité. À la fin de la séquence en Irak, le prêtre contemple une grande statue du démon Pazuzu. Aux États-Unis, à Georgetown, un quartier de Washington, Chris McNeil, une actrice célèbre qui semble mener une vie heureuse avec sa fille Regan McNeil, son ami Burke et ses domestiques. Elle a avec son mari, en déplacement à Rome, des relations tendues malgré ses sentiments. Chris s'inquiète lorsque Regan commence à être à la proie à de spasmes violents et d'étranges symptômes. Elle fait suivre des traitements médicaux à sa fille. Les médecins voient en elle des simples troubles nerveux dus à la préadolescence. Au cours d'une soirée à la maison des McNeil, Regan descend dans la salle de la réception et adresse à l'invité un astronaute avec une conviction froide et inquiétante ces mots étranges. « Vous allez mourir là-haut », puis urine sur le tapis. À la suite de cet incident, Chris McNeil décide d'accélérer les analyses médicales. Chris reçoit dans un premier temps l'avis très incertain des médecins. Selon les explications physiologiques, Regan est atteint de troubles purement nerveux, mais les spasmes continuent, s'intensifient et deviennent de plus en plus spectaculaires. Regan parle avec une voix rauque et grave et dévale les escaliers sur les mains et les pieds. Le visage tourné vers le plafond, crache du sang. Cette scène est dans la version restaurée, tient des propos violents et scatologiques. Son visage devient de plus en plus hideux. Un soir, Burke Bennings est retrouvé mort au bas des escaliers donnant sur la fenêtre de la chambre de Regan. Tout le monde retient la thèse d'une chute fatale liée à une consommation excessive d'alcool.
Mais la responsabilité de Reagan est fortement présumée du fait que Dennings était passé à la maison pendant la soirée. Parallèlement aux événements, un inspecteur mène l'enquête et interroge le père Karras, dont le parcours est difficile, et la mère de Reagan. Dans un deuxième temps, Chris pense avoir affaire à un dédoublement de personnalité, fait appel à un psychiatre. Mais l'expérience tourne court. Non seulement Reagan a pris en elle une autre personnalité, mais celle-ci, en plus d'être un être indubitablement démoniaque et violent, une seule conclusion s'impose à elle, sa fille était possédée et doit solliciter, malgré son athéisme, l'aide d'un exorciste. Elle contacte alors le père Karras, qui connaît des difficultés dans sa foi personnelle et qui vit mal la mort de sa mère, dont il se sent responsable. Sur son lit de mort, sa mère lui avait reproché de l'avoir abandonnée, et depuis, le père Karras a des visions d'elle, exacerbant sa culpabilité et son chagrin. Le père Karras rencontre donc Reagan, et une chose le surprend. Le démon connaît les circonstances de la mort de sa mère, alors que Reagan ne pouvait rien savoir, mais ignore son nom de jeune fille. Karras commence alors à comprendre que le véritable démon est non seulement l'incarnation diabolique dans le cœur de la jeune fille, mais aussi la manifestation du mal qu'abritent en eux ceux qui tentent de l'approcher. Ici, le père Karras doit affronter le démon en affrontant le mal qui est en lui. Le démon veut le pousser au désespoir en décuplant son sentiment de culpabilité. Karras commence alors un travail d'exorcisme. Il écoute des enregistrements de la voix de Reagan non possédée, regarde ses dessins d'enfants, et un soir, il est appelé d'urgence à la maison des McNeil pour observer un étrange phénomène. Sur le ventre de la fillette possédée apparaissent ces mots « Aidez-moi ». Karras effectue alors des démarches auprès de l'Église pour obtenir le droit de pratiquer un exorcisme. Cette dernière accepte, mais confie le rôle de l'exorciste au père Lancaster Merrin, prêtre expérimenté revenant d'Irak et ayant déjà pratiqué un exorcisme en Afrique. Le père Karras devra l'assister en tant que prêtre et psychiatre expert diplômé d'Harvard. Merrin et Karras commencent donc leur exorcisme sur le démon en suivant le protocole religieux. Les prêtres récitent des prières et des formules d'exorcisme devant le monstre. Le monstre lui jette de l'eau bénite, mais le démon résiste, crache un étrange vomi vert, se met à léviter au-dessus du lit, lui fait pivoter la tête de l'enfant à 360 degrés. L'exorcisme prend du temps. Les prêtres décident de faire une pause. Karras est toujours hanté par le souvenir de sa mère défunte. Le démon se sert de cette hantise pour conduire Karras au désespoir. Merrin le fait sortir de la chambre et continue seul. Karras ressasse au fond de lui sa culpabilité envers sa mère, puis retourne dans la chambre et découvre le père Merrin mort d'épuisement. Dans un excès de rage, il s'en prend alors violemment et physiquement au démon, en le rouant de coups, puis l'exhorte à le prendre, c'est-à-dire à prendre possession de son propre corps plutôt que celui de Reagan. Le démon passe alors du corps de celui de la fillette à celui du prêtre, et celui-ci, comprenant que le monstre entre en lui, se jette par la fenêtre et meurt, pour tuer dans le démon en même temps. La fillette est alors découverte en sanglots mais délivrée, tandis que la dépouille de Karras, retrouvée au bas de l'escalier, reçoit les derniers sacrements par l'un de ses amis prêtres. Des jours plus tard, la famille McNeil déménage. Reagan est devenue normale, malgré les marques physiques de violence. C'est un film qui a été tourné du 14 août 1972 au 20 juillet 1973. Il est sorti aux États-Unis le 26 décembre 1973. Il est ressorti le 17 mars 2000. En France, il est sorti le 11 septembre 1974. Voilà. La société de production, c'est la Warner Bros.
comme la société de distribution. Il a été interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en France, mais désormais interdit aux moins de 12 ans depuis la réforme de 90. Le budget, une estimation du budget était de 12 millions de dollars, 3 millions de dollars pour les publicités, et donc un total de 15 millions. Nombre d'entrées en France, 6 699 322. Recettes mondiales, 402 735 134 dollars. William Friedkin évoque 2 cas de possession démoniaque officiellement reconnus par l'Église catholique ayant eu lieu aux États-Unis au XXe siècle à l'époque de la préparation du film. Le premier est publié dans l'édition du 20 août 1949 du Washington Post. William Peter Blatty tombe sur cet article titré Boy reported held in devil grip, relatant le cas d'un exorcisme de Rolando, un garçon de 14 ans, en 1949 à Cottage City dans le Maryland. Selon Friedkin, Blatty se met à écrire sur le sujet car l'Église refuse de lui ouvrir ses archives. Le livre recevant à 13 millions d'exemplaires seulement aux États-Unis. Friedkin a pu parler directement avec la tante de l'adolescent, qui lui relate des détails qui ne figurent pas dans le livre de Blatty, mais dont certains sont intégrés au film, comme les meubles attaquant les personnages. Le second est celui de la femme d'Erling, dans l'Iowa en 1922. À la réalisation, Alfred Hitchcock refuse d'acquérir les droits du livre et par conséquent de le réaliser. Finalement, Blatty vend les droits à la Warner Bros. Pour 600 000 dollars, ayant négocié 2 conditions. Le romancier sera le scénariste et l'unique producteur. La Warner approche Stanley Kubrick, qui accepte le projet à la condition de le produire lui-même, ce que la production refuse. À leur tour, Arthur Penn, John Cassavetes, Peter Bogdanovich, Mike Nichols, John Boorman, qui réalisera L'Exorciste 2, l'hérétique, déclinent la proposition qui leur a été faite. William Peter Blatty soumet alors le nom de William Friedkin, qui vient de réaliser French Connection. Le réalisateur agnostique est en effet fasciné par le roman. Les studios rechignent, mais le succès du film les encourage à l'engager pour un cachet de 500 000 dollars et 10% sur les recettes. Le rôle de Chris MacNeil est proposé à Shirley MacLaine, amie de Peter Blatty, qui le refuse en raison d'un précédent engagement dans une œuvre similaire, Possession meurtrière. Jane Fonda est ensuite contactée et décrit le projet comme un tas de merde capitaliste. Audrey Hepburn, qui a pourtant mis un terme à sa carrière, en 1968, accepte dans un premier temps le rôle à condition que le film soit tourné à Rome. Anne Bancroft, à son tour, décline la proposition qui lui est faite en raison de sa grossesse. Geraldine Page et Barbara Streisand ne sont pas intéressées. Ellen Burstyn, tout juste nommée Oscar pour son interprétation dans la dernière séance, accepte à la condition que son personnage n'ait pas à dire « Je crois au diable ». Pour le rôle de Regan MacNeil, plusieurs actrices sont envisagées. Pamela Ferdinand est jugée trop connue pour les producteurs. Les parents de la jeune Denise Nickerson, qui vient de tourner Charlie et la chocolaterie de Mel Stewart, sont troublés par l'histoire et refusent. April Winchell est choisie et prête à jouer le rôle, mais hospitalisée pour une grave infection rénale, et elle ne peut aller accepter. William Friedkin rencontre près de 500 actrices de 11 à 15 ans. Linda Blair, actrice depuis l'âge de 6 ans, se présente accompagnée de sa mère. Elle était intelligente, spontanée, attachante,
Aucune des 6 candidats en lice à l'époque ne lui arrivait à la cheville. J'ai su qu'elle conviendrait parfaitement, qu'elle possédait une mentalité susceptible d'intégrer le personnage sans qu'elle en soit traumatisée psychologiquement, pense le réalisateur qui engage la jeune actrice. Warner Bros. Soumet le nom de Marlon Brando pour interpréter le père Merrin, mais Friedkin s'y oppose, l'acteur étant trop connu. Le rôle revient à Max von Sydow, Stacy Keach étant engagé pour jouer le père Karras. Le réalisateur lui préfère finalement Jason Miller, comédien sans aucune expérience au cinéma. Friedkin raconta avoir pensé à Miller après l'avoir vu au théâtre. De plus, il y a de grandes similitudes entre le personnage de Karras et Miller, puisque Jason Miller voulut devenir prêtre avant de perdre la foi. Convoqué à Hollywood pour faire un essai avec Ellen Burstyn et Jason Miller, qui réside à New York et la phobie de l'avion, mettra 4 jours pour se rendre à l'audition en train. Convaincu dès le premier essai par l'acteur, la production et le réalisateur l'engagent aussitôt et renvoyèrent Stacy Keach. Le père d'ailleurs est interprété par un véritable homme de foi, William O'Malley, jésuite, enseignant, écrivain et acteur. Initialement embauché sur le projet en tant que conseiller technique, il se voit proposer le rôle du prêtre ami Damien Karras. Il ne reprendra toutefois pas son rôle dans L'Exorciste la suite, remplacé par l'acteur Ed Flanders. L'Exorciste restera sa seule expérience au cinéma. Le tournage se déroule du 14 août 72 au 20 juillet 73, comme j'ai dit, au Warner Bros. Studio de Burbank, à New York, et au Georgetown, ainsi qu'à Hatra et Mossoul en Irak. Autour du film le plus terrifiant de tous les temps, entre guillemets, on compte pas moins de 9 morts, parmi lesquels l'accueille Jack McGowan, le balai vampire, le fils de Jason Miller, qui incarne le père Karras, ainsi que de nombreux incidents, si bien qu'il est considéré comme faisant partie des films maudits de l'histoire du cinéma. Ellen Burstyn se greffe brièvement au dos au cours d'une mauvaise chute lors de la scène de la mutilation de Reagan au crucifix, se prenant les pieds dans le câble. Friedkin aurait tiré des coups de feu pour imposer à l'actrice une peur véritable. Le tournage est suspendu lorsque Jordan, le fils de Jason Miller, est percuté par une moto sur la plage de Rockaway. Tandis que le jeune garçon se rétablit lentement, Miller se rend à la résidence des Jésuites où il passe son temps à prier. Par la suite, Miller demandera à Friedkin de tourner la scène où Karras se saoule avec Dyer en déplorant la mort de sa mère, imposant ainsi une tristesse authentique. Le passage où Dyer donne les derniers sacrements à Karras, alors mourant au bas des escaliers, a été filmé en d'innombrables prises. N'étant pas du tout comédien, le révérend William O'Malley ne parvenait pas à être triste à l'image. Finalement, Friedkin a l'idée de le gifler et de le pousser à genoux sans le prévenir, les jésuites ayant par la suite fondu en larmes. De ce fait, le réalisateur en a profité pour filmer à nouveau la scène. Réticente à l'idée de laisser une enfant proférer des injures aussi crues, la production décide de confier la voix du démon dont est possédée la petite Reagan à l'actrice Mercedes McCambridge, guérie d'un alcoolisme. Pour ce doublage, elle s'est beaucoup investie moralement. Elle s'est remise à boire et à fumer pour obtenir cette voix très grave. Afin de rentrer dans le personnage de Reagan, elle a demandé à être attachée à une chaise. Le tournage fut retardé une nouvelle fois, et pour 6 semaines, par un incendie survenu sur le plateau. L'idée de l'affiche du film, qui annonce la couleur, qui vient de William Friedkin, s'est inspirée d'un tableau de Magritte, comme il le dit lui-même.
Il est possible que certains mouvements picturaux aient eu une influence sur moi, mais jamais de manière consciente. La seule peinture qui n'ait jamais influencé directement l'un de mes films, c'est ce Magritte, l'Empire des Lumières. J'ai su lorsque j'ai vu cette toile que je devais recréer pour la scène où le prêtre arrive dans la maison des MacNeil dans l'exorciste l'ambiance qui s'en dégageait. J'ai donc choisi une maison donnant sur une rue illuminée par le même type de réverbère et j'ai fait éclairer la scène de manière similaire. Je n'ai pas copié ce tableau. Je m'en suis seulement inspiré pour ce qui reste aujourd'hui comme l'un des plans les plus mémorables du film. La bande originale. Le réalisateur confie dans un premier temps la musique du film au compositeur Lalo Schifrin, qui enregistre même sa partition. Mais mécontent du résultat, lors des sessions d'enregistrement, William Friedkin rejette tout le travail de Schifrin et se tourne vers des musiques préexistantes. Schifrin prend d'une certaine façon sa revanche en composant 6 ans plus tard la musique d'Amityville, la maison du diable, qui connaît un grand succès et obtient une nomination à l'Oscar de la meilleure musique. Pour le thème principal, William Friedkin choisit un extrait de l'album Tubular Bells de Mike Oldfield, dont l'utilisation dans ce film va donner un bon coup de pouce à la carrière d'Oldfield et au tout jeune label Virgin fondé par Richard Branson. Ce thème froid et lancinant a exercé une certaine influence sur la musique de films de genre et notamment sur celle composée par John Carpenter pour un bon nombre de ses réalisations. Critique. L'Exorciste sort le 25 décembre 1973. Les critiques américains sont partagés. Stanley Kaufman, rédacteur en chef de The New Republic, écrit « C'est le film le plus effrayant que j'ai vu depuis des années, le seul film effrayant que j'ai vu depuis des années. Si vous voulez être ébranlé, allez voir l'Exorciste. » Joe Dante reconnaît lui aussi un film surprenant destiné à devenir un classique du cinéma d'horreur. Il sera profondément troublant pour tous les publics, en particulier les plus sensibles et ceux qui ont tendance à vivre les films qu'ils voient. Il n'y a jamais rien de tel à l'écran. Toutefois, Vincent Campbell du New York Times décrit le film comme une ânerie avec de grotesques effets spéciaux. Andrew Saris du Village Voice pense que le réalisateur est incapable de fournir assez d'informations visuelles sur les personnages. L'exorciste réussit à divertir, mais c'est aussi un film vraiment diabolique. John Landau du Rolling Stone le considère comme un film pornographique religieux qui essaie de copier Cécile B2000. Le prêtre exorciste Gabriel Amorce considère le film comme réaliste, malgré l'outrance des effets spéciaux. Au-delà de sa dimension fantastique, le film peut s'interpréter comme une réflexion sur la difficulté à aimer les personnes en état de déchéance physique, suscitant chez leurs proches à la fois la pitié et le dégoût, de même qu'un sentiment de culpabilité. C'est le cas de la mère du père de Carras, qui vieillit dans la misère et finit dans un hospice misérable, et surtout de Regan, se transformant en démon répugnant. Le père Carras, rongé par le remords d'avoir abandonné à la fois sa mère et son confrère, finira par dénier toute humanité à Regan, la roue en goût. Il ne pourra expier cette triple faute que par le sacrifice de sa vie. L'exorciste est nommé à 10 reprises aux Oscars et en reçoit 2, celui du meilleur son et celui du meilleur scénario adapté. Il est également récompensé par 4 Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Linda Blair. Voilà, alors il y a la version intégrale en 2001. L'Exorciste ressort dans une version retravaillée. Friedkin, longtemps pressé par Blatty, a cédé, refait le montage et rajoute des scènes coupées.
Certains passages du film sont assortis d'effets optiques montrant davantage la présence de démons dans la maison. Par exemple, lorsque Crim McNeil arrive dans la cuisine au moment d'une panne du courant, on peut désormais apercevoir le visage de Pazuzu sur la haute à droite de l'image. Le film comporte aussi quelques suppléments parmi lesquels Regan passe par une première visite médicale pendant que sa mère fait du tricot dans la salle d'attente. Durant les tests, la jeune fille commence à manifester des troubles du comportement. Peu après, le docteur Klein affirme à Chris que Regan a juste besoin d'un traitement. Ensuite, alors qu'elle est attristée par la mort de Dennings, Chris aperçoit Regan descendre de l'escalier comme une araignée en vomissant du sang. Cette cascade a été réalisée par la contorsionniste Linda Hager. Celle-ci était soutenue par des filins en raison pour laquelle Friedkin coupa cette scène au montage à l'époque, n'ayant pas réussi à les dissimuler à l'écran. Peu avant de commencer à procéder à l'exorcisme sur Regan, le père Merrin demande à Chris quel est le second prénom de la jeune fille. Les pères Merrin et Carras font une pause au milieu de l'exercice et discutent dans l'escalier de la maison. Merrin affirme que cet exercice serait une épreuve tentant à démontrer que les hommes se voient comme des bêtes et qu'ils rejettent l'amour de Dieu. Par ailleurs, Blatty a toujours pensé que cette scène constituait le fondement moral du film, qui permet ainsi aux spectateurs de ne pas avoir honte de prendre du plaisir à regarder de toutes les horribles scènes auparavant. La fin du film est présentée telle qu'on l'est dans le livre. Le père d'ailleurs rend la médaille à Carras à Chris, alors que dans la première version il la garde, et retrouve le lieutenant Kinderman devant la porte d'entrée de la maison, peu après le départ de la famille. Kinderman demande des nouvelles de Regan, puis propose à Dyer, comme il l'avait fait avec le père Carras, des places de cinéma. Le film se termine sur un dernier plan montrant la fenêtre de la chambre de Regan, avec l'appel à la prière musulmane en bruit de fond, indiquant que le démon est toujours là et que seul Dieu peut nous protéger du mal. Certaines critiques ont reproché à la version intégrale de ne rien apporter au nouveau film, d'avoir été faite uniquement pour des raisons mercantiles. Le film est devenu un classique du cinéma d'horreur et souvent parodié, par exemple en 1990, par Y a-t-il un exorcisme pour sauver le monde, ou avec plusieurs sketchs des Guignols de l'info. Le film a également été évoqué dans un des sketchs des Carnets de Monsieur de Manhattan avec Benoît Poelvoorde. La scène de l'exorcisme est souvent parodiée au début de Scary Movie 2 de Keenen Ivory Wayans. James Wood joue le rôle du prêtre tenu dans la version originale par Vax Van Sydow pour un sketch en lien avec l'intrigue principale du film. Le rôle est tenu initialement par Marlon Brando, dont cela aurait été l'ultime apparition à l'écran, mais qui a quitté le tournage pour des raisons de santé. La saga L'Exorciste est composée de 3 films et d'une préquelle. Après le succès du premier film, une suite est envisagée par le studio. L'Exorciste 2, l'hérétique, sera ainsi 4 ans après, en 1977. Mais l'équipe technique et la distribution sont majoritairement opposées. William Friedkin et William Peter Blatty se présentent néanmoins pour développer une idée à filmer, mais finalement ils renoncent. Ellen Burstyn refuse le projet, tout comme Linda Blair. La Warner pense à Melissa Sue Anderson, Rosanna Arquette, Jamie Lee Curtis, Jodie Foster, Marielle Mingway, Helen Hunt, Jennifer Jason Leigh, Christine McNichols, Tatum O'Neal ou encore Brooke Shields comme remplaçante. Mais Linda Blair revient finalement sur sa décision, qu'elle regrettera après avoir lu la première version du scénario. Après 5 réécritures, ce n'était plus du tout la même chose. C'était l'une des plus grandes déceptions de ma carrière. Sorti le 17 juin 1977 aux États-Unis, L'Exorciste 2 est le plus gros budget de la Warner Bros, 14 millions de dollars, sur lequel le studio fonde de grosses ambitions, comme le prouve la qualité de la distribution
puisqu'on retrouve en plus de Linda Blair, Louise Fletcher, Richard Burton, ainsi que Max von Sydow sur les directions de John Boorman, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes en 1970. Le succès commercial est mitigé, avec seulement 30 millions de dollars de recettes, mais le film peine auprès de la critique, dont l'auteur du roman initial, William Peter Blatty, qui le trouve très mauvais. William Friedkin apprend d'avoir vu seulement 30 minutes, vulgaire et horrible. Seul le journaliste Pauline Kael le préfère à l'original. À la fin des années 80, William Peter Blatty pense à une histoire qui aurait du sens et adapte son roman Légion pour l'exorciste la suite, qu'il décide de réaliser après le refus de John Carpenter de William Friedkin, qui pourtant apprécie l'histoire originale. Ce troisième volet met en scène George C. Scott, Ed Flanders, Brad Dourif, Jason Miller et J. Grant L. Bush. Il rapporte 26 millions de dollars au box-office américain. La même année, en 90, sort Y a-t-il un exorcisme pour sauver le monde, parodie de l'original avec Nancy Nielsen où Linda Blair reprend son rôle de personnage possédé par un démon, mais cette fois sous le trait d'une mère de famille. En 2004, une préquelle intitulée L'Exorciste, au commencement réalisé par John Frankenheimer, qui refuse de le diriger par un mois avant sa mort. Paul Schrader s'est alors chargé par Morgan Creek Productions de le remplacer, mais il est renvoyé par le studio, invoquant un manque de sang et de violence dans les images tournées par celui-ci. Ronnie Harlin accepte de le remplacer et refilme pratiquement la totalité des scènes. Il commente: « Je suis un fan inconditionnel du cinéma d'horreur. C'est avec lui que j'ai démarré, c'est un genre que j'ai toujours aimé et admiré. » Le premier L'Exorciste est à l'évidence l'un des titres le plus marquants de sa génération et du genre. C'est aussi l'un de mes films favoris auquel je ne pouvais laisser passer cette scène et cette occasion. Il est prévu que la version de Paul Schrader sorte directement en vidéo en tant que supplément de celle mise en scène par Harlin, mais l'idée est rejetée par le studio après l'échec du film. La version de Paul Schrader ressort dans différents festivals, ainsi que dans quelques pays, sous le titre Dominion Prequel to the Exorcist. Les critiques sont pour la plupart négatives, et les deux films, seule la version Schrader est la préférée. William Peter Blatty est du même avis et écrit Dominion comme un beau film, un classique, une élégante pièce de travail. Linda Blair, quant à elle, se déclare choquée lorsque découvre que Warner Bros. Utilise son image et sa voix pour la promotion du film sans son autorisation. En 2016, la Fox acquiert les droits et adapte la fiction pour la télévision. Ignorant les deux premières suites, la série se veut une suite directe du premier film. Le casting est composé de Gina David, Ben Daniels et Anna Kasulka. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine et puis à bientôt. Ciao ciao.